Bonsoir à tous. Il est l'homme de tous les combats pour défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais que peut faire une voix, un appel, lorsque les canons ne cessent de tonner et que les bruits de bottes s'approchent un peu plus de nous? Ce soir, c'est le philosophe Bernard-Henri Lévy qui passe le grand oral des GGMO. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation en ces heures d'incertitude où le monde est pendu aux opérations de Vladimir Poutine. Nous allons évidemment écouter avec attention vos mots. Je ne serai pas seul pour vous interroger. À Paris, vous serez questionné par Barbara Lefebvre, enseignante et essayiste. Bonsoir Barbara. Clément Vérénal, journaliste. Bonsoir Clément. Bonsoir. Et puisque nous parlerons aussi Proche-Orient, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, est également à mes côtés. Bonsoir Denis. Bonsoir. Et pour commencer, bien entendu, c'est la situation en Ukraine qui sera au cœur de cet entretien. Alors au moment où nous échangeons, Bernard-Henri Lévy, il y a un mot, le mot négociation qui est mis sur la table. Et pourtant les diplomaties sont inquiètes. Pour Londres aujourd'hui, le conflit pourrait, je cite, durer plusieurs années. Pour l'Allemagne, on est rentré dans une nouvelle ère. Vous y croyez, vous, à une fin rapide du conflit ? Moi, je crois qu'on est entré dans une nouvelle ère, hélas. Je crois que cette guerre dure depuis 8 ans. J'en ai témoigné, j'ai écrit sur cette guerre. Et je veux croire à une négociation, je l'espère de tout mon cœur, parce que ce massacre est terrible. Cette injustice faite à un peuple pacifique dont le seul crime était de vouloir être libre, un peu prospère, cette injustice est insupportable. Donc tout ce qui peut faire arrêter ce massacre déclenché par Vladimir Poutine sera bien, évidemment. Alors vous parlez de faire arrêter. Les pays d'Europe fournissent actuellement de l'aide, du matériel militaire. Parallèlement, plusieurs pays comme la Finlande ou le Danemark se rajoutent à la liste de ceux qui ferment leur espace aérien à la Russie. Sans parler, et on en parle depuis plusieurs jours, des sanctions économiques. On a l'impression que l'Europe se retient d'intervenir officiellement, mais c'est tout comme, non ? Écoutez, l'Europe se réveille, bien sûr, et l'Europe prend conscience du fait que pour empêcher la guerre, il y a 2 moyens. Le premier, c'est de rééquilibrer les forces, de faire que l'agressé, l'attaqué ait les moyens de se défendre. Et puis le deuxième moyen, c'est que l'agresseur, ça lui coûte cher. Voilà. Donc, punir Vladimir Poutine, sanctionner les assassins galonnés du Kremlin, mettre la Russie telle qu'elle est aujourd'hui au banc des nations, l'exclure du concert normal des pays normaux de la communauté internationale, tout cela est juste. C'est juste, mais est-ce que ce sont les décisions qui seront prises? Quand vous entendez aujourd'hui même, on entend la France, par la voix de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, d'exclure, je le cite, d'envoyer des soldats en Ukraine. Vous savez, il faut écouter le président Zelensky, qui se conduit, je trouve, avec une droiture et une grandeur admirable. Il a répondu à Joe Biden, qui lui proposait une exfiltration, qu'il n'avait pas besoin d'un taxi, qu'il avait besoin de munitions. Il aurait pu dire qu'il n'a pas besoin de soldats, mais qu'il a besoin de moyens pour ses propres soldats de se défendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est ce que nous demandent les Ukrainiens, des moyens pour eux de se défendre. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que ça suffit ? Simplement donner des moyens pour les Ukrainiens ? Est-ce que vous n'appelez pas une aide différente qui va au-delà de cette aide militaire ? J'aimerais déjà que l'on fasse cela. J'aimerais que l'on continue à aider les Ukrainiens à se défendre, à résister à cette machine de guerre effroyable. Ils étaient jusqu'à ces dernières heures tout seuls contre la 2e armée du monde. Donc déjà, que l'on change cela. Et puis, que l'on montre à Vladimir Poutine que cette guerre va lui coûter infiniment plus cher qu'il ne le croyait et qu'elle ne va lui rapporter. Croyez-moi,
si on fait cela sérieusement, si on va au bout de ces deux gestes, beaucoup de choses changeront. Alors, il y a un tweet que vous avez écrit justement concernant Zelensky et vous écrivez la chose suivante. L'erreur de Poutine fut de mésestimer Zelensky, préférant mourir les armes à la main. Il fortifie la résistance de Kiev, harangue son peuple et mène la campagne diplomatique. Quelque chose des héros du ghetto de Varsovie, aussi nous l'aidons des résistants capables de gagner. Malgré la gravité des événements, la comparaison avec le ghetto de Varsovie est-elle vraiment de circonstance, Bernard-Henri Lévy? Quelque chose des héros du ghetto de Varsovie, je maintiens, quelque chose des héros, oui, dans ce courage, dans cette bravoure assiégée, dans cet humour grinçant dont il ne se départ pas, dans cet esprit de résistance sans goût du martyr, avec volonté de s'en sortir et de gagner, il y a quelque chose, oui, des plus grandes figures, des plus héroïques figures du XXe siècle, parmi lesquelles, en effet, les figures du ghetto de Varsovie. Vous savez, je sais que les choses ne se confondent pas. Je suis le premier depuis 50 ans à théoriser, sans me lasser, la singularité de la Shoah, le fait que rien ne peut lui être comparé. Mais enfin, de temps en temps, quand vous avez un jeune président juif dont la famille a été décimée par la Shoah, lorsqu'il devient président de l'Ukraine et lorsqu'il est traité comme un chien par un pays immense et surpuissant qui veut l'éliminer, eh bien, cette comparaison-là, ce quelque chose, en effet, me revient. Mais vous savez pourquoi je vous pose la question? C'est parce qu'au même moment, côté russe, on justifie l'opération par cette expression « dénazifier l'Ukraine ». Mais cette expression est ignoble. Vous savez, quelle meilleure preuve de dénazification veut-on que le fait que l'Ukraine est portée à la plus haute fonction, est élu président de la République, un juif de Dnipropetrovsk, fier de son judaïsme, fier de ses racines, qui n'en a jamais fait mystère, et dont la famille, en effet, sont une famille de survivants de la Shoah. Plusieurs de ses grands-oncles sont morts dans les camps. Et c'est la première chose, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, quelques jours avant son élection, c'est la première chose dont il m'est parlé. Et d'ailleurs, je lui ai posé ce jour-là la même question que vous. Je lui ai dit, mais enfin, comment pouvez-vous imaginer un président juif, donc vous, Vladimir Zelensky, élu au pays de la Shoah par balle et au pays de Babi Yar, ce ravin près de Kiev, où 31 000 juifs ont été assassinés par balle. Et il m'a fait cette réponse-là. Il m'a dit, bien sûr, l'Ukraine a été une terre de sang et d'horreur. Bien sûr, l'Ukraine a été le pays de la Shoah par balle, mais elle a travaillé sur sa mémoire, elle a travaillé sur son passé. Et ce travail qu'elle a fait, me dit-il, il n'a pas été fait en Russie. Et il y a aujourd'hui beaucoup moins d'antisémites, je le rapporte ça dans le journal du dimanche de ce matin, infiniment moins qu'en Russie, et peut-être, m'avait-il dit, moins qu'en France. Moins qu'en France. Il m'avait dit ce jour-là, la veille du premier tour de son élection, ce jeune comédien, cet homme que l'on prenait pour un clown, et qui se révèle dans l'épreuve comme un grand, et comme un homme de haute tenue, comme un résistant. D'ailleurs, dans les colonnes du journal du dimanche, vous écrivez les choses suivantes. J'ignore si, quand paraîtront ces lignes, Zelensky sera toujours en vie, mais je sais qu'il figure en haut de la kill list établie par le Kremlin. J'aimerais qu'on passe un petit peu la parole et entendre les questions venues depuis Paris. Barbara Lefebvre a une question pour vous. Oui, en effet, donc j'écoute patiemment ce... Oui, Barbara.
les propos de Bernard-Henri Lévy qui nous rapportent ce que dit Vladimir Zelensky. Néanmoins, effectivement, je pense qu'il ne faudrait peut-être pas oublier et faire preuve d'un certain angélisme sur la réalité jusqu'à aujourd'hui de ce nationalisme ukrainien qui est un nationalisme suprémaciste, raciste. Alors je sais, hein, le bataillon Azov, ça n'a pas d'importance. Leur engagement, notamment dès 2014, non seulement à Maïdan, mais dans le Donbass où ils se sont livrés à des actes de guerre et de crimes de guerre. Là, le fait que le fils de Tchoukevitch, c'est-à-dire un des pires collaborateurs ukrainiens du Troisième Reich, continue à œuvrer jusqu'à aujourd'hui dans des milices paramilitaires au nom du nationalisme ukrainien, les statues de Petliura juste en face d'une synagogue transformée en gymnase. Enfin, je comprends que l'alibi du président juif Zelensky serve à faire semblant d'effacer cette mémoire qui est en réalité un antisémitisme extrêmement enraciné en Ukraine et des milices néo-nazis qui continuent à œuvrer. Donc, bien évidemment que l'offensive russe est condamnable puisque toute forme de violation de souveraineté doit être condamnée avec force. Néanmoins, cette espèce de peinture, de ripollinage d'une démocratie ukrainienne qui serait absolument pure de tout défaut et en particulier d'essayer d'instrumentaliser la judéité de Zelensky pour nous expliquer que l'Ukraine a fait son travail de mémoire et qu'il n'y a aucun problème d'antisémitisme en Ukraine. Alors là, je dois dire que c'est assez comique même quand on entend le discours parfois en France sur ce genre de sujet au regard de la politique française elle-même. Bernard-Henri Lévy, je vous laisse répondre à cette vision trop angélique. Chère madame, la différence entre vous et moi, c'est que le Donbass, je ne suis pas sûr que vous y soyez allé. Moi, j'y suis allé. Et je n'ai pas vu de bataillon Azov, je n'ai pas vu de paramilitaires. Attendez, pardonnez-moi. J'ai publié des reportages sur le Donbass. J'ai passé du temps avec les défenseurs du Donbass dans leurs tranchées. Tout cela est publié dans la presse internationale. Il n'y a pas eu de démenti. Je n'ai pas vu les bataillons Azov dont vous me parlez. Ça, c'est la première chose. Ah bah vous n'étiez pas au bon endroit alors, parce qu'ils ont été clairement identifiés, monsieur Bernard-Henri Lévy. Bon, eh bien moi je vous dis que je suis allé, Madame Barbara Lefebvre, je suis allé de Marioupol à Louhansk. Sur les 450 km, je les ai parcourus d'un bout à l'autre de la ligne de front du Donbass et il n'y avait pas de bataillon Azov. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne vous dis pas que l'Ukraine est une démocratie parfaite et je ne suis pas en train d'en faire une description angélique. Je dis qu'il y avait là un pays qui souhaitait en tout cas se décoloniser de la Russie, qui souhaitait échapper vraiment à l'ancien empire russe et qui souhaitait se rapprocher de l'Europe. Et que pour cela, il vit aujourd'hui sous un tapis de bombe. Se rapprocher de l'OTAN et des Américains, c'est pas la même chose. Mais oui, et alors il a souhaité se rapprocher des Américains, il a souhaité se rapprocher de l'OTAN. Hélas, on n'a pas accédé à sa demande, puisque on lui en a fermé la porte, mais il l'a souhaité. Donc il faudrait punir un peuple parce qu'il souhaite se rapprocher des États-Unis et qu'il fait confiance dans les valeurs occidentales et dans les systèmes de défense que l'Occident met en œuvre pour défendre les siens. Mais cher monsieur, Bernard-Henri Lévy, quant à Volodymyr Zelensky, laissez-moi finir. Oui, laissez-moi finir. Quant à Volodymyr Zelensky, essayez de maîtriser vos mots. L'alibi Zelensky, pour un homme dont nous ne savons pas en effet si à la fin de cette émission ou quand elle sera diffusée tout à l'heure il sera encore vivant, un homme qui vit dans des bunkers traqués par les Soukhoi et qui en sort pour inviter son peuple à la résistance et pour montrer qu'il est toujours debout, le traiter d'alibi, cela n'est pas convenable. J'ajoute, il y a deux pays au monde. C'est vous, monsieur Bernard. Non, c'est vous, monsieur Bernard-Henri Lévy, qui en fait un président. C'est vous qui en faites un président et un premier ministre juif. La parole après. Laissez-moi finir, Madame Lefebvre, laissez-moi finir. Il y a deux pays au monde où il y a un président de la République et un premier ministre juif. Un de ces pays, c'est Israël, et l'autre, c'est l'Ukraine. Alors vous pouvez appeler ça un alibi si vous voulez, c'est un fait. C'est le seul pays du monde, avec Israël, dont le président et le Premier ministre sont juifs et des juifs d'affirmation. Ou une ironie de l'histoire. Barbara, un mot et après on passe la parole. Mais monsieur Bernard-Henri Lévy, oui.
Non mais la question, Monsieur Bernard Lévy, c'est que c'est vous qui en faites un alibi. En quoi est-ce qu'invoquer la judéité, la vague identité juive de Zelensky est en soi une valeur morale positive ou négative? Je ne vois pas en quoi invoquer la dimension juive de l'identité de Zelensky vaudrait qu'on soit à le condamner, soit à le célébrer. C'est un élément qui n'a rien à voir dans cette question-là. Moi, je vais vous j'ai bien compris votre cette question. Phrase de Montesquieu qui disait bien. Voilà. Les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent. J'ai compris votre question. Bon. Bien. Bernard J'ai compris votre question. Pour moi, en l'occurrence, c'était pas une question, c'était une affirmation. Cette guerre est atroce. C'est votre affirmation. Quelle que soit l'identité du président de l'Ukraine, quelle que soit sa confession ou quelle que soit son origine, cette guerre est atroce. Rien ne la justifie et rien ne permet de l'excuser. Première chose. Deuxième chose, vous me parlez de l'antisémitisme de l'Ukraine. Je vous réponds simplement, parce que je connais bien l'Ukraine. J'y suis allé souvent et j'y suis allé avec tout ce que je suis et tout ce dont je suis porteur. Et je vous dis juste qu'un pays qui a un passé antisémite lourd, qui est un pays dont la mémoire criminelle est terrible et qui est capable d'élire un président juif et un premier ministre juif, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a travaillé sur sa mémoire criminelle. C'est tout ce que je veux vous dire. Je réponds à ce que vous m'avez dit, vous. Le fait que Zelensky ait pu être élu sans faire mystère de son judaïsme, en l'affirmant, en défendant sa mémoire. C'est pas un vague judaïsme, pour lui c'est même une affaire assez sérieuse. Cela est un signe du fait que vous êtes mal informé lorsque vous semblez dire que l'Ukraine n'a pas procédé à son travail, n'a pas entamé en tout cas très largement son travail de mémoire. J'aimerais qu'on passe la parole. On vous a entendu, je ne suis pas mal informée, j'essaie juste de poser un peu de nuance par rapport à vous. Bernard-Henri Lévy. On vous a entendu sur cet échange. J'aimerais avancer et revenir, s'il vous plaît, sur le conflit en tant que tel. Et Clément Vérénal, plus synthétiquement, on parle de l'Ukraine face à la Russie, mais le problème, c'est que c'est l'OTAN qui est derrière l'Ukraine, et c'est sur ça que j'aimerais vous interroger, Bernard-Henri Lévy. Oui, Bernard-Henri Lévy, je me fais un peu l'avocat du diable en vous posant cette question. Vous faites le fervent avocat de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais l'OTAN n'est pas une alliance diplomatique ou culturelle, c'est bien une alliance militaire. Alors, est-ce que vous comprenez une partie de la position des Russes qui disent « Mais non, attention, c'est notre zone d'influence, nous le prenons comme une agression ». Je vous apporte un nouvel argument ou une deuxième question. La notion de zone d'influence, elle n'est pas illégitime. Nous-mêmes, la France, mène la guerre à 5000 km ou 8000 km au Mali parce que nous ne sommes pas d'accord sur la manière dont les Maliens veulent pratiquer leur islam. Donc, est-ce que vous comprenez en partie le fait générateur de ce conflit? Est-ce que la position des Russes est légitime selon vous? Est-ce qu'elle est en partie légitime? D'abord, la France n'a pas fait la guerre au Mali parce qu'elle n'était pas d'accord avec la manière dont on y pratiquait l'islam. La France a fait la guerre au Mali pour combattre le terrorisme, pour combattre le djihad. Non, pas un peu. C'était de Barkhane à Sabre. Un argument pour vous montrer que nous aussi, nous intervenons. Ouais. Bon. Revenons-en nous intervenons pour annihiler des criminels, pour détruire Al-Qaïda ou pour contribuer à le détruire, ou pour échouer peut-être à le détruire, mais pas au nom d'une zone d'influence qui s'étendrait jusqu'au Mali. Cette opération au Mali elle a été décidée par François Hollande, continuée par Emmanuel Macron, pour lutter contre le terrorisme. Ça n'a rien à voir. 1. 2. Les histoires de zones d'influence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les peuples sont... le monde a changé, ou en tout cas il est souhaitable qu'il change, et moi je suis de ceux qui veulent qu'il change. Les peuples ne sont pas des pions, et ils n'appartiennent pas à des zones d'influence. Et ils sont libres, s'ils le veulent, d'essayer de sortir d'une zone d'influence mortifère, génératrice de misère et de malheur. Ils sont libres d'en sortir s'ils le veulent. Je ne crois pas que l'Ukraine, pas plus qu'autrefois que la Pologne, que la Hongrie, soit vouée, et pour l'éternité,
à telle ou telle, enfin à la zone d'influence russe. Je m'insurge contre cette vision de la géopolitique. Alors après, il faut être réaliste. Évidemment que c'est ainsi que résonnent les monstres froids et les grands États. Eh bien, il faut leur dire non. Et quand leur manière de raisonner ainsi va jusqu'à déclencher une guerre quasi totale contre le pays, en l'occurrence l'Ukraine, qui prétend échapper à leur zone d'influence, c'est sans excuse. Rien au monde n'excuse cela. Denis Charbit, il y a une vision aussi depuis le Proche-Orient, depuis Israël, qui pourrait d'ailleurs peut-être jouer le rôle de médiateur entre la Russie et entre l'Ukraine. Quelle question avez-vous envie de poser à Bernard-Henri Lévy ? Bernard-Henri Lévy, bonjour. Oui, j'ai une question à vous poser concernant votre appréciation, vue de Paris, du rôle d'Israël jusqu'à ce jour. Alors, on me dit qu'il peut changer demain. Peut-être que demain, Jérusalem sera la médiatrice entre Zelensky et Vladimir Poutine. Mais jusqu'à présent, Israël a fait, pour ainsi dire, prévaloir sa raison d'État, ce qui fait partie de sa prérogative, à ceci près que j'estime pour ma part que si un État fait prévaloir sa raison d'État en ménageant la chèvre le chou, en faisant condamner l'agression par le ministre des Affaires étrangères mais pas par le Premier ministre, eh bien plutôt que d'en tirer gloire et de faire comme si tout était normal, j'aurais préféré de la part du gouvernement israélien un peu plus d'humilité. Et j'ai en mémoire, par exemple, et j'imagine que vous l'avez également, quand Léon Blum à Luna Park en 1936 admettait qu'il n'allait pas intervenir en Espagne, il avait le trémolo dans la voix, il avait la voix chevrotante, il sanglotait parce qu'il savait qu'il n'était pas à la hauteur du défi. Et je trouve que cette manière qu'on les... Je reproche pas à Israël de faire valoir sa raison d'État, je lui reproche de ne pas dire, voilà, nous ne sommes pas en cette heure-là, nous n'avons pas la position que nous aurions voulu avoir. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Bernard-Henri Lévy, qui mettez toujours en avant l'éthique de conviction plutôt que l'éthique de responsabilité, que pensez-vous de cette attitude timorée d'Israël jusqu'à ce jour, encore une fois ? Le monde entier, Denis Charbit, a eu une attitude timorée jusqu'à ces dernières heures. Et c'est bien ce qui est désespérant dans cette affaire, c'est que cela fait des années que cette horreur se prépare. Ça fait des années que les pacifistes russes nous alertent. Ça fait des années que Alexei Navalny, que autrefois Boris Nemtsov, assassiné, buté sur les marches du Kremlin ou quasiment, nous disent que le régime de Poutine est un régime construit sur la guerre et pour la guerre. Et on ne les entend pas. Voilà, les Européens, les Américains, les Israéliens, le monde occidental dans son ensemble n'a rien entendu. J'ai été tellement frappé ces derniers jours par Joe Biden, qui se conduisait comme s'il était une agence de presse. Il nous donnait les infos, il nous annonçait par avance ce qui allait se passer, il nous décrivait des scénarios, et puis il ne bougeait pas. La CIA a été devenue une espèce de gigantesque AFP, impeccablement précise. Donc, le monde occidental tout entier a vit dans la sidération depuis plusieurs années de ce qu'il devine de la folie criminelle de Vladimir Poutine, et il tarde à se réveiller. Mon espoir, c'est sur la question de Denis Charbit par rapport à Israël, Bernard-Henri Lévy, parce qu'il y a presque une ironie de l'histoire. Israël, qui d'habitude est un protagoniste d'un conflit, se retrouve là à être le médiateur. Il y a quelque chose d'ironique. Eh bien, je trouverais ça magnifique. Je trouverais très beau qu'Israël soit en position de médiation entre cet agresseur et cet agressé, au milieu de ces deux peuples, le grand peuple russe et le grand peuple ukrainien, avec lesquels Israël a tant de liens. Je crois qu'Israël est particulièrement bien placé pour tenter cette médiation. Oui, ça, ce serait absolument magnifique. Denis. Bernard-Henri Lévy. Je vous donne la parole juste après Clément, mais Denis d'abord a une question. Mais la conception que vous faites d'un État juif, de ce que doit être un État juif, n'aurait-elle pas dû inciter, encore une fois, je ne dis pas à avoir une autre ligne que celle qu'a adoptée le gouvernement israélien, mais avoir plus d'humilité en disant... Nous ne sommes pas capables de mieux faire, compte tenu de la présence des Russes au nord du pays. Moi, je l'entends bien, les facteurs qui freinent l'attitude israélienne. Mais est-ce qu'on ne doit pas demander au moins
à nos leaders, israéliens ou ailleurs, d'être un peu moins, je dirais, sûrs d'eux-mêmes, de la ramener, si vous me permettez cette expression un peu familière, de la ramener un peu moins en disant, voilà, nous apportons toute l'aide humanitaire qu'il faut. Est-ce qu'on ne devrait pas attendre de nos gouvernements, quand ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils font, un peu plus de courage, le courage étant de dire à ce moment-là, voilà ce que nous pouvons faire et pas plus. Bernard-Henri Lévy, je vous laisse répondre en moins d'une minute et juste après ce sera la pause. Le courage, c'est pas d'avoir l'honnêteté de dire qu'on ne peut pas faire plus. Le courage, ce serait de faire plus. Et vous me parlez des Russes d'Israël, il y a aussi les Ukrainiens d'Israël, et il y a aussi Israël en Ukraine. Vous savez, il y a quelques années, j'étais à Ouman, qui est le lieu de pèlerinage sur la tombe de Rabbi Nachman de Braslav. Et il y avait là des milliers et des milliers de juifs du monde entier, notamment de juifs israéliens, qui venaient là, à Ouman, dans l'un des lieux saints du judaïsme. Alors, moi j'aimerais que Israël, lorsqu'il apprécie cette situation, en prenne en considération tous les éléments. Pardonnez-moi, je vous coupe. On continue évidemment ce dialogue avec vous dans quelques instants. Petite pause et suite de notre grand oral avec Bernard-Henri Lévy, c'est juste après ça. Et si vous nous rejoignez ce soir, c'est le philosophe et écrivain Bernard-Henri Lévy qui passe ce soir le grand oral des Grandes Gueules Moyen-Orient. Merci Bernard-Henri Lévy d'être avec nous ce soir et en cette journée aussi si particulière où chaque minute, cette actualité venue d'Ukraine et de Russie nous interpelle tant. Sont à mes côtés ce soir pour vous interroger Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, Barbara Lefebvre, enseignante en direct avec nous depuis Paris, tout comme le journaliste Clément Veyrenal. Juste avant la pause, nous parlions ensemble de cette crise ukrainienne et vous nous parlez de ce voyage à Ouman que vous avez fait. Ouman aujourd'hui d'ailleurs au cœur des combats. À ce sujet, vous avez décidé de participer à un rassemblement. Rassemblement en soutien à l'Ukraine. Il aura lieu ce mardi à 17h. Rassemblement au Théâtre Antoine à Paris en compagnie notamment d'Anne Hidalgo, François Hollande ou encore Valérie Pécresse et des porte-paroles d'Emmanuel Macron. Trouvez-vous d'ailleurs, Bernard Lévy, que la classe politique française se comporte bien depuis le début de la crise ? Pour partie, oui, à l'exception des deux extrêmes, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon qui a encore réitéré, même hier, des propos inacceptables, et à l'exception d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, je trouve que la classe politique se conduit bien, oui, avec dignité et avec le souci d'arrêter le crime, quoi, bien sûr. Alors, vous, en 2018, vous écriviez chez Grasset L'Empire et les cinq rois. Vous racontiez alors comment des rois d'empire déchus, Perses, Turcs, Chinois, Russes et Arabes, partaient à la reconquête de leur gloire passée. Vous étiez venu sur i24 News en parler, et voici les mots que vous choisissiez alors pour parler de Vladimir Poutine. Et je crois encore que les cinq rois peuvent être défaits, je crois encore qu'on peut résister à l'Iran, je crois encore qu'on peut résister à Poutine, que c'est un nain, que Poutine est un nain, je crois encore que c'est un mauvais joueur d'échecs, que c'est lui faire trop d'honneur et faire trop d'insultes aux échecs que de le considérer comme un grand joueur d'échecs extraordinaire, et je crois encore que la puissance chinoise, que les Chinois n'inventeront pas l'universalisme et l'humanisme de demain. Alors Bernard-Henri Lévy, c'est un nain, l'homme qui aujourd'hui envahit l'Ukraine ? Oui, c'est un nain économique, ça chacun le sait, on l'a répété jusqu'à plus soif, la moitié du PIB ou l'équivalent du PIB de l'Espagne. Et c'est un mauvais joueur d'échecs parce que je crois que cette affaire ukrainienne est en train ce drame ukrainien est en train de très mal tourner pour lui. Et je crois qu'il a très mal calculé. 1, il a sous-estimé son adversaire. 2, il n'a pas imaginé que des femmes et des hommes pouvaient face à lui se dresser et lui résister avec courage et dignité. Et 3,
il n'a pas imaginé, semble-t-il, que son pays risquait et allait, à cause de lui, être mis au banc des nations. Tout ce qui est en train de se passer, la suspension de la Russie du système SWIFT, l'exclusion de ses représentants d'un certain nombre d'organisations internationales, tout ce qui se passe dans le monde du sport ou dans le monde de l'art, tout ça, je crois que le joueur d'échecs Poutine ne l'avait pas anticipé. Donc oui, j'avais raison. Mais est-ce que ça lui fait peur 5 ans, lorsque je vous disais tout ça. Mais est-ce que ça lui fait peur, Bernard-Henri Lévy, quand on voit le président ukrainien qui saisit la Cour internationale de justice, l'ONU qui ne veut rien, qui ne peut rien évidemment, hein, puisque la Russie a le droit de veto, on touche au contraire les limites du potentiel international. Et peut-être aussi qu'on est en train de toucher aux limites du système de sécurité internationale. Peut-être que des questions vont se poser, en effet, sur la place de la Russie au Conseil de sécurité. Peut-être que la place de Vladimir Poutine un jour, demain, sera à la Cour pénale internationale de La Haye pour crimes de guerre. Je crois qu'il y a aujourd'hui des juristes qui travaillent sur la question. Vous croyez ça sérieusement possible? On ne le croit jamais possible pour les chefs d'État en exercice. Je me rappelle Milosevic, je me rappelle al-Bashir au Soudan, ça semblait inimaginable. Et puis un beau jour, vous savez, les juristes travaillent, ils accumulent des preuves, ils accumulent des témoignages et l'inconcevable devient concevable. Les gens sont interdits de déplacement, ne reçoivent pas de visa, voient leurs biens et leurs propriétés sur la Côte d'Azur ou à Londres confisqués. Et puis ils se retrouvent un jour face à une justice internationale. Bien sûr que c'est possible. Clément Veil-Reynal à Paris. Vladimir Poutine n'a... Oui, alors à propos de ce changement de donne, enfin, je voudrais avoir des précisions sur ce que vous nous avez dit déjà. Vous dites qu'il faut aider, que les Européens, les Occidentaux doivent aider les Ukrainiens à se défendre. Alors j'aimerais avoir quelques précisions. Est-ce qu'il faut... Comment les aider? Est-ce que ça peut aller jusqu'à une implication dans la guerre? Ma question est à deux têtes. C'est est-ce que ce genre de propos, finalement, ça ne relève pas de ce que Dominique de Villepin appelait des postures de plateau de télévision? Quand il a dit ça, il vous visait très clairement. D'ailleurs, ça vous a blessé, ces propos de Dominique de Villepin? Non, ça ne m'a pas blessé parce que vous savez, c'est pas des postures de télévision, c'est la posture du gouvernement du Danemark, c'est la posture de la Suède qui n'est pas connue pour son bellicisme extrême, c'est la posture d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, l'Allemagne, qui s'était, il y a quelques semaines, qui avait décidé de livrer des casques de protection, qui aujourd'hui s'est enfin décidé à livrer du matériel défensif à l'Ukraine, c'est la posture de tout le monde civilisé, qui sait qu'on ne peut pas laisser un peuple se faire massacrer sans défense. Donc jusqu'où on va pour aider les Ukrainiens à se défendre? Jusqu'où on va selon vous? Victor Hugo. Jusqu'où il faut que les Européens doivent aller pour assurer la défense de l'Ukraine? Le programme de Victor Hugo dans L'Enfant grec, de la poudre et des balles. Voilà, il faut donner à Zelensky ce qu'il demande, comme l'enfant grec de l'époque de l'indépendance de la Grèce, de la poudre et des balles, des moyens de se défendre. La seule manière d'arrêter une guerre, cher Clément Veil-Reynal, la seule manière, c'est de faire en sorte que les forces se rééquilibrent. Ça s'appelle la dissuasion, ça s'appelle la neutralisation réciproque. Je ne connais pas d'autre façon d'empêcher une guerre que celle-là. Quand vous avez en revanche la deuxième armée du monde d'un côté et puis une armée presque démunie de l'autre, la première écrase la deuxième jusqu'au sang du dernier des Ukrainiens. Voilà. Barbara Lefebvre. Je suis partisan, comme le font la plupart des démocraties européennes aujourd'hui, de livrer au brave président Zelensky, nu-tête dans les rues de Kiev, comme Churchill en 1940 dans les rues de Londres, de lui livrer ce qu'il demande, de la poudre et des balles. Barbara.
En l'occurrence, j'entends bien donc que Poutine est un nain, que les Chinois le sont également à leur façon. Néanmoins, il y a inévitablement, et c'est reconnu notamment par un dernier rapport parlementaire sur la question de l'état de notre armée, il y a un rattrapage technologique énorme, aussi bien de la part de la Chine, de la part de la Russie, de la part de la Turquie, de la part de l'Inde, qui sont à chaque fois évidemment des pays qui sont plutôt des autocraties et des autocraties nationalistes, et pour certaines en plus avec une teinte clairement ethno-nationaliste. Donc ces nations-là, vous les qualifiez de nains peut-être, néanmoins... Je pense que ce sont des menaces, mais ce sont aussi des menaces que nous ne prenons pas au sérieux. Et il y a une part d'arrogance occidentale qui se poursuit, et d'ailleurs qui a été très claire vis-à-vis de la Russie dans la façon de traiter l'Ukraine, en ne cessant d'ouvrir la porte à l'Ukraine vers l'OTAN, contrairement à ce que vous dites, c'est-à-dire en passant son temps à dire à Zelensky, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, alors que c'était une ligne rouge de la Russie. Donc quand on est face à ce que vous appelez des nains, mais moi je ne considère pas que ce sont des nains, il faut avoir un petit peu moins d'arrogance, et l'arrogance du camp occidental, c'est justement ça qui permet et qui rend possible ces guerres. Et c'est ce que je voulais vous citer tout à l'heure, c'était cette phrase de Montesquieu: les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les ont rendues inévitables. Et en l'occurrence, cette guerre en Ukraine aujourd'hui, qui est une guerre catastrophique, je vous l'accorde, elle est en partie le résultat de l'arrogance occidentale et qui a rendu inévitable le fait que Vladimir Poutine passe à l'acte, que demain la Chine passera à l'acte, que demain la Turquie passera à l'acte, parce que ce sont des gens que vous et les gens qui travaillent avec vous qualifient de nains. Ce ne sont pas des nains, il faut les prendre au sérieux. Bon. Moi, écoutez, je vais vous dire, alors c'est très simple. D'abord, dire à l'Ukraine, peut-être, un jour, on verra. C'est pas ce que j'appelle l'accueillir dans l'OTAN, ni même lui entrouvrir la porte. Hélas, on en est très loin. Deuxièmement, l'arrogance occidentale, vous voulez le fond de ma pensée, moi je suis assez pour une forme d'arrogance occidentale. J'aimerais que l'Occident soit plus arrogant qu'il ne l'est. Pour l'instant, moi je vois un Occident humilié. Je vois un Occident humilié. Un Occident qui s'excuse devant les Ottomans, devant les islamistes radicaux sunnites, devant le réveil de l'impérialisme eurasien de Poutine, devant la puissance chinoise, devant l'Iran chiite. On s'excuse, on se couche, on accepte. Eh bien, vous voulez quoi, la guerre mondiale ? J'aimerais que l'Occident... Qui parle de guerre mondiale? Je vous me parlais d'arrogance. J'aimerais en effet qu'on se tienne mieux. J'aimerais qu'on affirme un peu mieux nos valeurs. Et pardonnez-moi, mais moi je préfère vivre dans la France des droits de l'homme ou dans l'Israël démocratique que sous le régime d'Erdogan ou sur le régime des ayatollahs iraniens. Et c'est pas être arrogant que de dire cela. Nos sociétés valent mieux que les sociétés sous la férule desquelles vivent les sujets de Vladimir Poutine ou de Recep Tayyip Erdogan. Pour clore cette séquence, parce que j'aimerais quand même dans les 10 minutes qui nous restent parler aussi un petit peu de politique française, comme on est à 6 semaines maintenant du premier tour de l'élection présidentielle, mais d'abord Denis Charbit. Oui, j'ai une question. Je discerne dans votre position qui consiste à dire qu'il faut offrir de la poudre et des balles. Est-ce que je dois l'interpréter comme la leçon que vous avez tirée de votre soutien à une intervention française et britannique en Libye? Est-ce que c'est ça la leçon? On n'y va plus et c'est tout à fait louable et respectable. Je le dis pas du tout d'une manière polémique, mais vous dites il faut au moins les aider plutôt que d'envoyer les soldats. Non, ça n'a rien à voir. La Libye, c'était totalement différent. Il y avait d'un côté une armée, l'armée de Kadhafi, et de l'autre côté un peuple sans armée, la société civile libyenne. En Ukraine, il y a une armée. Zelensky a une armée. Il y a des femmes et des hommes qui se battent. Ils ne fuient pas. Ils prennent les armes. Donc, ils sont aguerris. Ils sont braves. Seule chose dont ils ont besoin, encore une fois, Zelensky à Joe Biden, c'est pas d'un taxi, c'est de munitions. C'est ça la grande différence. Okay. En revanche, c'est la leçon que je tire de ce qui s'est passé à l'époque des guerres dans l'ex-Yougoslavie, notamment à Sarajevo. Ce qui fait que cette guerre a duré tellement longtemps, alors que l'expérience a prouvé en 1995 qu'elle pouvait s'arrêter en 3 jours, c'est le fait qu'il y avait l'un qui était à genoux, désarmés, c'était les Bosniaques, et de l'autre, il y avait une armée serbe qui s'en donnait à cœur joie et qui faisait un carnage quotidien. Le jour où on a commencé à prendre ça au sérieux et à défendre les Bosniaques, la guerre s'est arrêtée. Voilà pour cette séquence consacrée à l'Ukraine, et je rappelle que mardi donc, vous allez participer à un rassemblement au Théâtre Antoine. Est-ce que Bernard-Henri Lévy, vous ne seriez pas retourné à Place du Maïdan comme en 2014 ?
mais j'espère bien y revenir le plus tôt possible. Place du Maïdan et dans le Donbass, oui. J'espère y retourner dès que je le pourrai. Allez, dernière minute qui nous reste, j'aimerais qu'on en parle quand même ensemble à 6 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. On aimerait avoir votre regard aussi, Bernard Lévy. Et là, c'est d'un autre livre à vous dont je me souviens, Ce grand cadavre à la renverse. Vous parliez alors de la chute de votre maison de cœur, La Gauche. Sauf que là, j'ai retrouvé la date de votre livre. C'était en 2007. Autrement dit, il y a 15 ans. 15 ans. Quel est votre regard aujourd'hui, Bernard Lévy, sur cette élection où les thèmes de campagne aujourd'hui sont complètement sur la droite et où la théorie du grand remplacement est lâchée quasi quotidiennement sur les plateaux télé? Mon regard, vous le connaissez. D'abord, ce livre, hélas, j'avais raison, puisque la gauche a quasiment disparu du paysage. Le grand remplacement, je l'ai dit 100 fois, c'est une théorie absurde, infondée et terriblement dangereuse. Voilà. Et après, heureusement, on ne parle pas que du grand remplacement. Vous avez des candidats sérieux qui se situent tout de même à un autre niveau. J'entends Valérie Pécresse, j'entends Emmanuel Macron. Et reste pour vous une candidate sérieuse, Valérie Pécresse? Enfin, il va. Ah bah écoutez, c'est une candidate sérieuse, républicaine, vaillante et qui incarne les valeurs de la droite libérale, bien sûr. C'est ce que j'appelle une candidature sérieuse, bien évidemment. Et cela, que ce soit Madame Pécresse, que ce soit Monsieur Macron à partir de la semaine prochaine, je pense pas qu'ils parleront de grand remplacement, ni qu'ils feront campagne sur ces thèmes. On verra. Alors, j'ai une question de Clément Vérénal sur un autre candidat que vous n'avez pas cité encore. Et sur le grand remplacement, j'avais quand même envie de vous demander pourquoi on vous voit toujours sur des terrains d'opération, sur des théâtres d'opération très exotiques, très lointains, où vous défendez effectivement l'humanité souffrante et éventuellement des populations qui ne veulent pas être remplacées par d'autres, et que vous n'allez jamais dans les banlieues, dans les quartiers difficiles, où il y a des Français qui, à tort ou à raison, craignent le grand remplacement. Vous pourriez peut-être, par exemple, les éclairer et les rassurer, ou en tout cas utiliser votre image pour porter une cause comme vous le faites dans d'autres pays. Ben vous ne me lisez pas assez, mais je le fais. Et croyez-moi, je suis à ma place en France pour expliquer aux habitants de ces quartiers que les solutions simplistes et parfois criminelles qui leur sont proposées sont des impasses tragiques. Non, je suis là aussi dans le débat français contre la culture de l'excuse, contre la montée de l'islamisme radical. Oui. Oui, ah ben je vous le recommande. Oui, une question justement sur l'autre candidat. Une question sur Éric Zemmour, parce que c'est vous qui avez remis un peu sur le plateau, si je puis dire, les propos d'Éric Zemmour concernant Vichy, Pétain, qui aurait... c'est ce que soutient Éric Zemmour, qui aurait sauvé les Juifs français. Vous avez dénoncé ces propos, mais que répondriez-vous alors, par exemple, à l'historien Robert Paxton, qui, dans Le Monde, récemment, dans une vidéo qui a été diffusée par Le Monde, a étayé d'une certaine manière cet élément, ce fait historique. Je le cite, Robert Paxton a déclaré, vous pouvez trouver la vidéo sur le site du Monde, Vichy est parvenu à faire reporter l'arrestation et la déportation des Juifs français, espérant que celle des étrangers serait suffisante. Ça, c'est Paxton qui le déclare sur le site du Monde, un journal que vous connaissez bien. Donc, pourquoi, quand Éric Zemmour tient ses propos de manière, certes, abrupte, vous les dénoncez et qu'ils vous paraissent moins scandaleux quand c'est Robert Paxton qui les tient? Moi, ce que je trouve scandaleux, d'abord, c'est quand Éric Zemmour renvoie dos à dos les enfants Sandler et Mohamed Merah. Ce que je trouve scandaleux, c'est quand il non, mais ma question portait sur la question de Vichy. Attendez, que l'innocence de Dreyfus n'est pas si établie que cela. Et enfin, ce qui me paraît scandaleux, c'est lorsqu'il dit que Pétain a protégé les Juifs de France. Et, pardon, mais j'ai vu la vidéo de Paxton dont vous parlez. Il rappelle que le régime de Vichy
a été le premier à statuer sur les Juifs sans aucune demande allemande. Peut-être, en effet, certains ont-ils espéré qu'en livrant les uns, ils allaient sauver les autres. Raisonnement de toute façon ignoble et infâme et indigne de la France. Indigne de la France. Mais c'est la ce que France dit, n'est pas le marchandage mais du c'est ce que dit Juif. Éric Zemmour. Éric Zemmour ne défend pas ce système. Non. Éric Zemmour dit aussi Écoutez, que c'était un marchandage atroce. Il ne le défend pas, il ne défend pas le principe. On l'a présenté comme un falsificateur, alors que Robert Paxton dit peu ou prou la même chose. Bon, on va pas refaire l'histoire de Zemmour et Paxton ce soir parce que ça occupe le terrain depuis des mois. On va pas. En Vous revanche, savez, le livre de Paxton, je le connais bien. Il établit sans la moindre ambiguïté le rôle absolument criminel du régime de Vichy dans la stigmatisation des Juifs et dans leur déportation. Bernard-Henri Voyez Lévy. le film de Sandrine Kiberlin, qui était dans les cinémas en France, qui va sûrement être très vite en Israël, et vous verrez. Parfois, une artiste en dit beaucoup plus long que des débats intellectuels. On voit cela impeccablement. Alors, L'Étoile jaune, le régime de Vichy, le statut des Juifs. Pour aller dans le prolongement de la question de Clément Vérénal, ici d'où je vous parle à Tel Aviv, comme en France, on sait qu'il y a une tentation Zemmour, y compris d'ailleurs dans le vote juif en France ou ici dans le vote franco-israélien. Comment vous l'interprétez? Comment vous le comprenez? Je ne sais pas sur quoi vous vous fondez pour dire qu'il y a une tentation vote Zemmour. Moi, j'ai entendu. Parce que c'est ce qu'on entend nos journalistes sur le terrain. Haïm Corsia. Vous l'entendez, voilà. Bon, écoutez, moi j'entends Haïm Corsia, dont la voix ne me semble pas négligeable. J'entends le CRIF qui s'est souvent exprimé sur la question. Et puis j'entends les Juifs qu'il m'arrive moi aussi de croiser. Cela ne me semble pas prêt à voter pour quelqu'un qui remet en cause l'affaire Dreyfus, qui réhabilite le régime de Vichy ou qui renvoie dos à dos les victimes des terroristes et les terroristes. Il ne me semble pas prêt à cela, je crois pas. Je ne suis pas de votre avis, je n'entends pas cela, on n'entend pas les mêmes choses. Bon, alors on verra ce qui va arriver dans les prochaines semaines. On verra ce qui arrive dans les prochaines semaines. Oui. Très vite, dans les 6 minutes qui nous restent, Barbara Lefebvre, une dernière question, et ensuite Denis Charbit, une dernière question. Barbara. Oui, dans cette présidentielle, effectivement, est-ce que vous ne considérez pas qu'aujourd'hui, réduire finalement l'élection au camp Macron face à Pécresse, ce n'est pas quand même un petit peu limité, parce que on pense ce qu'on veut effectivement d'Éric Zemmour et sur la question des propos et de la falsification historique et de l'indécence des comparatifs vis-à-vis des massacres de Toulouse, je vous rejoins. Néanmoins, c'est un candidat aujourd'hui qui pèse un certain poids, qu'on s'en désole ou pas, c'est la réalité. Marine Le Pen fait une campagne qui est une campagne dans laquelle elle se recentre et avec un discours vers les classes populaires et sur la question sociale qui est beaucoup plus marquée. Jean-Luc Mélenchon remonte. Donc là, vous nous avez parlé tout à l'heure finalement d'un duo qui serait Emmanuel Macron face à Valérie Pécresse. Enfin, il faut quand même pas être trop hémiplégique. Il y a une autre partie et une grande partie de l'électorat se reconnaît dans des gens que vous qualifiez de non républicains. Donc il va quand même falloir en faire quelque chose du vote Mélenchon et du vote Le Pen. Mais je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis d'abord qu'une élection démocratique, c'est pas un match de foot où on compte les points, où on voit que l'un remonte, que l'autre baisse. C'est des enjeux sérieux. Et je vous dis une deuxième chose, c'est que personnellement, je ferai tout ce qui est en mon maigre pouvoir pour empêcher Jean-Luc Mélenchon d'être président de la République ou pour empêcher Marine Le Pen d'être président de la République. C'est ça la démocratie. Je ne vous dis pas que je veux les éliminer du champ politique. Je vous dis que je pense que ce serait une honte pour la France et une catastrophe pour la France si Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen étaient élus. Et je ferai donc ce que je peux pour l'empêcher comme n'importe quel citoyen. Est-ce que vous comprenez, monsieur... J'entends, mais est-ce que vous comprenez, monsieur Bernard-Henri Lévy, qu'il y a toute une part de l'électorat français, c'est-à-dire les classes populaires, qui ne se sentent représentées ni par monsieur Macron, ni par madame Pécresse. Ce vote populaire, je ne sais pas, apparemment, vous avez été de gauche, donc le vote populaire, ça devrait vous intéresser. Aujourd'hui, aucun des candidats dits républicains, c'est comme ça que vous les avez qualifiés, n'est identifié par les classes populaires comme étant ceux qui peuvent répondre à leurs préoccupations, qui sont essentiellement des préoccupations liées à ce qu'on appelle de façon très laide le pouvoir d'achat, mais enfin à leur vie et à la dignité de leur vie.
D'abord, c'est pas laid, c'est légitime. Deuxièmement, on verra bien qui représente les classes populaires. Ça sera le vainqueur. Ça sera l'élu de l'élection. On verra qui représente les classes populaires. Troisièmement, si vous avez raison et si les candidats républicains ne sont pas assez à l'écoute du vote populaire, eh bien en effet, il faut les y encourager, il faut les secouer. Et je ne vous ai jamais dit le contraire. Mais ça n'est pas parce qu'ils ne seraient pas suffisamment à l'écoute qu'il faudra aller se précipiter dans les bras de Mélenchon ou de Le Pen. Cette attitude, encore une fois, ce serait une attitude indigne. Voilà. Il nous reste 3 minutes. Encourager les autres candidats à être à l'écoute du vote populaire. Il nous reste 3 minutes et comme nous sommes tout de même sur Actuality for News, c'est à vous, Denis Charbit, que je vais donner la question de fin, parce qu'il faut tout de même dire un mot de ce qui se passe ici. Exactement. Bernard-Henri Lévy, je connais bien votre œuvre, je la lis avec assiduité. Peut-être probablement sous peu, l'esprit du judaïsme paraîtra en hébreu. Je constate que vous avez écrit des livres sur Sartre, sur la gauche, sur l'Amérique, sur l'islamisme. Jusqu'à ce jour, et dans les questions de principe, il y a énormément de discours et d'articles sur Israël, mais vous n'avez jamais consacré jusqu'à ce jour un livre sur Israël. Nous en avons besoin, nous avons besoin de votre regard, cerné par le discours qui voue israélo-gémonie, voire le rapport d'Amnesty International, mais cerné également par un discours de la bonne conscience israélienne qui pense qu'elle ne doit plus négocier avec les Palestiniens. À quand ce livre? Je vous y invite. Merci Denis Charbit. La vie malheureusement est un peu courte, mais j'ai écrit beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs l'esprit du judaïsme, ça me ferait tellement plaisir qu'il paraisse enfin en hébreu, parce qu'il y est question en effet du judaïsme, de la pensée juive, mais aussi d'Israël. Aussi de la mécanique du nouvel antisémitisme et de tout ce dont vous parlez là. Donc j'aimerais qu'il soit traduit en hébreu. Est-ce qu'un jour j'écrirai un livre sur Israël? On verra. Pour l'instant, j'ai consacré beaucoup. Quelqu'un parlait tout à l'heure de ma manière d'aller au bout du monde. Le bout du monde, ça a été souvent pour moi Israël. Vous savez, il n'y a pas de guerre d'Israël depuis 50 ans à laquelle je ne me sois intéressé d'extrêmement près et sur laquelle je n'ai pas écrit. Et l'un de mes points d'honneur, c'est d'avoir dit un peu de la vérité de la première guerre de Gaza, parce que je suis entré à Gaza avec une unité israélienne. L'un de mes points d'honneur, c'est au moment de la guerre du Liban de 2006, d'avoir accompagné également une unité Golani. Tout ça, pour moi, Israël est au centre de mes préoccupations et au centre de mon travail de philosophe et parfois de journaliste. Voilà. Alors peut-être un jour en faire un livre, si Dieu me prête vie. Ben écoutez, on sera là pour en parler ensemble au prochain Grand Oral alors. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous ce soir et partagé notre Grand Oral avec un jury retors. Je remercie Barbara Lefebvre, je remercie Clément Vérénal, je remercie Denis Charbit. J'étais là pour ça. Très loyal. Exactement, très loyal. À l'heure où nous parlons de pourparlers de paix à la frontière ukraino-biélorusse, on va voir évidemment ce qui se passe dans les heures qui viennent. Et vous, Bernard-Henri Lévy, vous serez mardi au Théâtre Antoine en compagnie de nombreuses personnalités politiques, parmi lesquelles Anne Hidalgo, Valérie Pécresse ou encore l'ancien président de la République François Hollande, pour appeler évidemment à l'accalmie. Et des intellectuels, des écrivains, Sean Penn, des écrivains, des artistes. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce Grand Oral. Et nous on se retrouve demain soir pour notre débat des GGMois demain.